Morel étendit les bras et dit d'une voix entrecoupée « Je dois vous faire une déclaration. » Il sourit nerveusement. Ce n'est pas grave. Pour ne pas commettre d'inexactitude, j'ai préféré vous la lire. Écoutez, je vous prie. Il se mit à lire les feuillets jaunes qu'il rangeait au fur et à mesure dans une chemise. Ce matin, lorsque je me suis... Note des éditeurs. Dans le passage qui va suivre, les phrases prononcées par Morel proviennent d'une bande magnétique. Les autres proviennent de surenregistrements qui s'introduisent sur la bande lors des silences de Morel. On y entend une voix qui est celle du journal. Il se mit à lire les feuillets jaunes qu'il rangeait au fur et à mesure dans une chemise. Ce matin, lorsque je me suis échappé du musée, ils étaient sur la table. C'est là que je les ai pris. Il faudra que vous me pardonniez cette scène. D'abord ennuyeuse, puis terrible. Nous l'oublierons. L'oubli, associé au souvenir de la bonne semaine que nous avons vécue, atténuera son importance. J'avais résolu de ne rien vous dire. Vous ne seriez pas passé par une inquiétude toute naturelle. J'aurais disposé de vous tous jusqu'au dernier moment sans rébellion. Mais comme vous êtes des amis, vous avez le droit de savoir. Il s'interrompait, roulait les yeux, souriait, tremblait, puis il reprenait avec force. Mon abus consiste à vous avoir photographié sans autorisation. Car je dois vous dire qu'il ne s'agit pas d'une photographie comme les autres. Il s'agit de ma dernière invention. Nous serons vivants sur cette photographie, à jamais. Imaginez une scène sur laquelle serait représentée toute notre vie durant ces 7 jours. Et c'est nous qui jouons. Tous nos actes ont été enregistrés. Mais quelle impudeur! S'écria un homme aux moustaches noires et aux dents proéminentes. J'espère qu'il s'agit d'une plaisanterie, dit Dora. Faustine ne souriait pas. Elle paraissait indignée. J'aurais pu vous dire, à notre arrivée, nous vivrons pour l'éternité. Et peut-être aurions-nous tout gâché, nous forçant à une gaieté continuelle. Et peut-être aurions-nous tout gâché, nous forçant à une gaieté continuelle. J'ai pensé que si nous ne nous sentions pas obligés d'utiliser au mieux notre temps, quelle que soit la semaine que nous passerions ensemble, elle serait agréable. N'en fut-il pas ainsi ? Eh bien, je vous ai procuré une éternité agréable. Assurément, les œuvres des hommes ne sont point parfaites, quelques amis nous manquent. Claude s'est excusé. Il travaille à l'hypothèse sous forme d'un roman et d'un précis de théologie, d'un désaccord entre Dieu et l'individu. Hypothèse qui lui semble propre à le rendre immortel. Et il n'a pas voulu interrompre son travail. Madeleine, voici 2 ans qu'elle ne va plus à la montagne. Elle craint pour sa santé. Leclerc s'est engagé auprès des Davies à se rendre en Floride. Il ajouta « Et le pauvre Charlie, naturellement... » Au ton de ces paroles qui mettaient l'accent sur le mot « pauvre », au silence solennel, accompagné de quelques changements d'attitude et de bruits de chaises déplacées qui suivit, je déduisis que ce Charlie était mort. Plus précisément encore, mort récemment. Mais je l'ai gardé. Si quelqu'un veut le voir, je puis le lui montrer. Ce fut l'un des premiers essais qui me donna un bon résultat. Il s'arrêta. Je crois qu'il se rendit compte du nouveau changement qui se faisait dans l'auditoire. Celui-ci avait tout d'abord passé d'un ennui poli au chagrin, joint à une légère réprobation pour le goût douteux qu'il y avait à introduire un mort au milieu d'une plaisanterie. La salle était maintenant perplexe, presque horrifiée. Morel se replongea précipitamment dans ses feuillets jaunes. Mon cerveau ne connaît depuis longtemps que 2 occupations essentielles. Penser à mes inventions et penser... Morel me parut regagner nettement la sympathie de la salle. Par exemple, je découpe les pages d'un livre, je me promène, je bourre ma pipe, et j'imagine une vie heureuse, une vie conjugale, avec...
Chaque interruption provoquait une salve d'applaudissements. Lorsque je complétais mon invention, il me vint à l'esprit d'abord comme un simple thème pour l'imagination, puis comme un incroyable projet, de donner une réalité perpétuelle à ma fantaisie sentimentale. Parce que je me croyais supérieur, et convaincu qu'il est plus facile de rendre une femme éprise que de fabriquer des cieux, je voulus agir sans plan préconçu. Hélas, les espoirs de la rendre éprise de moi ont été bien déçus. Je n'ai même plus sa confiante amitié. J'ai perdu le soutien, le courage nécessaire pour affronter la vie. Il convenait de suivre une tactique, de tracer des plans. Morel changea de ton, comme s'il voulait effacer l'impression de gravité produite par ses paroles. Selon mes premiers plans, où je parvenais à la convaincre de venir seule avec moi, ce qui fut impossible, je ne l'ai pas vue seule depuis que je lui ai avoué mes sentiments, ou je l'enlevais, et nous nous serions disputés éternellement. Notez que pour une fois, il n'y a aucune exagération dans le mot « éternellement ». Il changea considérablement ce paragraphe à la lecture. Il a dit, me semble-t-il, qu'il avait pensé à l'enlever, puis il a risqué quelques plaisanteries. Je vais vous expliquer maintenant mon invention. Jusqu'ici, comme on le voit, un discours incohérent et répugnant. Morel, savant mondain, lorsqu'il laisse de côté les sentiments et déballe son sac de vieilles ficelles, devient plus précis. Sa prose continue d'être désagréable, trop riche en mots techniques, et s'essoufflant vainement vers un certain élan oratoire. Mais elle est plus claire. L'auditeur en jugera. Quel est le rôle de la radiotéléphonie ? Supprimer, en ce qui concerne Louis, une absence déterminée. Au moyen d'émetteurs et de récepteurs, nous pouvons lier une conversation dans cette pièce avec Madeleine, bien que celle-ci se trouve à plus de 20 000 km d'ici, aux environs de Québec. La télévision remplit la même fonction en ce qui concerne la vue. Travailler avec des vibrations, plus rapides ou plus lentes, c'est pénétrer dans le domaine des autres sens, de tous les autres sens. Le tableau scientifique des moyens de remédier aux absences s'établissait récemment à peu près comme suit, en ce qui concerne la vue, la télévision, la cinématographie, la photographie, et en ce qui concerne Louis, la radiotéléphonie, le phonographe et le téléphone. Conclusion, la science, jusqu'à ces tout derniers temps, s'était bornée à combler pour la vue de Louis les absences. Note des éditeurs. Dans cette énumération d'inventions, il omet de parler du télégraphe, ce qui semble délibéré. Morel est l'auteur d'un opuscule qui se nomme « Que nous envoie Dieu », en référence au premier message en Morse. Dans cet opuscule, il répond « Un peintre inutile et une invention indiscrète ». Conclusion, la science, jusqu'à ces tout derniers temps, s'était bornée à combler pour la vue et l'ouïe les absences spatiales et temporelles. Le mérite de la première partie de mes travaux consiste à avoir mis fin à une paresse qui traînait déjà le poids de la tradition, et à avoir continué, avec logique, sur des voies presque parallèles, les raisonnements et les renseignements des savants qui ont amélioré le monde grâce aux inventions que je viens d'énumérer. Je veux exprimer ma gratitude envers les industriels qui, tant en France, avec la société Cluny, qu'en Suisse, Schwarter de Saint-Gall, et qui ont compris l'importance de mes recherches, et m'ont ouvert les portes de leur laboratoire en me garantissant le secret. L'attitude de mes collègues ne mérite pas les mêmes sentiments. Lorsque je suis allé jusqu'en Hollande pour m'entretenir avec le célèbre électrotechnicien Jean Van Heuze, l'inventeur d'une machine rudimentaire qui permettait de déceler si un témoin ment, je trouvais auprès de lui beaucoup de bonnes paroles, mais je dois dire une basse méfiance. Depuis lors, j'ai travaillé seul.
Je me mis à rechercher des ondes et des vibrations encore jamais atteintes, à imaginer des instruments pour les capter et les transmettre. J'obtins avec une relative facilité les sensations olfactives. Les sensations thermiques et tactiles proprement dites requièrent toute ma persévérance. Il fallut, en outre, perfectionner les moyens existants. Les meilleurs résultats avaient été obtenus par les fabricants de disques, de phonographes. Depuis longtemps, on pouvait affirmer que, pour ce qui est de la voix, nous avions vaincu la mort. En revanche, la photographie et le cinéma avaient conservé les images de façon fort imparfaite. J'orientais cette partie de mon travail vers la captation des images qui se forment dans les miroirs. Devant mes appareils, une personne, un animal ou une chose sont comparables à une station qui émet le concert que vous écoutez à la radio. Si vous ouvrez le récepteur des ondes olfactives, vous respirerez le parfum du bouquet de jasmin que Madeleine porte à son corsage, mais sans la voir, elle. En ouvrant le secteur des ondes tactiles, vous pourrez caresser sa chevelure, douce et invisible, et apprendre, comme les aveugles, à connaître les choses avec vos mains. Mais si vous ouvrez le jeu complet des récepteurs, Madeleine apparaîtra complète, reproduite dans sa totalité, identique à elle-même. Vous ne devez pas oublier qu'il s'agit d'images extraites des miroirs, parfaitement synchronisées avec les sons, la résistance au toucher, la saveur, les odeurs et la température. Pas un seul témoin n'admettra qu'il s'agit là d'images. Et si maintenant apparaissent les nôtres, vous-même ne me croiriez pas, il vous en coûtera moins de penser que j'ai engagé une compagnie d'acteurs d'incroyables sosies. Cela, c'est la première partie de ma machine. La deuxième partie enregistre et la troisième projette. Celle-ci n'exige ni écran, ni papier. Ces projections sont bien accueillies par l'espace tout entier, de jour comme de nuit. Pour la clarté, je comparerai les parties de la machine avec l'appareil de télévision qui reproduit les images d'émetteurs plus ou moins éloignés, la caméra qui prend un film des images transmises par l'appareil de télévision et le projecteur de cinéma. Je pensais coordonner les réceptions de mes appareils et prendre des scènes de notre vie. Une soirée avec Faustine, des moments de conversation avec vous tous. J'aurais composé de la sorte un album de présence très net et durable, qui serait un legs de certains moments à d'autres moments, agréable aux fils, aux amis et aux générations qui auraient d'autres coutumes. J'imaginais, en effet, qu'alors que les reproductions des objets sont les objets, comme la photographie d'une maison est un objet qui en représente un autre, les reproductions d'animaux et de plantes ne seraient pas des animaux ni des plantes. J'étais sûr que mes simulacres de personnes manqueraient de la conscience de soi, comme les personnages d'un film de cinéma. Et j'eus une surprise. Après beaucoup de travail, en coordonnant harmonieusement les données de mes appareils, je me trouvais en présence de personnes reconstituées, qui disparaissaient si je débranchais l'appareil de projection. Elles ne vivaient que les moments écoulés durant que la scène avait été prise. Et ceci terminé, elles reprenaient du début, comme s'il s'agissait d'un disque ou d'un film qui, arrivé au bout, recommencerait indéfiniment. Mais nul ne pouvait les distinguer des personnes vivantes. On les voit qui semblent se déplacer dans un autre monde, fortuitement abordé par le nôtre. Si nous accordons la conscience et tout ce qui nous distingue des objets aux personnes qui nous entourent, aucun argument valable et sans réplique ne nous permettra de la refuser aux personnes créées par mon appareil. Les sensations coordonnées, l'âme surgit. Il fallait s'y attendre. Madeleine était là pour la vue, Madeleine était là pour l'ouïe, Madeleine était là pour le goût, Madeleine était là pour l'odorat,
Madeleine était là pour le toucher. Voici Madeleine. J'ai signalé que la littérature de Morel est désagréable, riche en mots techniques, et qu'elle cherche en vain un vain élan oratoire. Quant au ridicule, inutile de le relever, il apparaît tout seul. Il vous coûte d'admettre un système de reproduction de la vie, si mécanique et artificiel? Rappelez-vous que, dans notre incapacité de les voir, les mouvements du prestidigitateur deviennent de la magie. Pour faire des reproductions vivantes, il me faut des émetteurs vivants. Je ne crée pas la vie. Ne faut-il pas appeler vie ce qui demeure latent dans un disque, ce qui se révèle quand fonctionne la machine du phonographe quand je tourne une clé? Insisterai-je sur le fait que toutes les vies, comme dans ce conte du mandarin chinois, dépendent de boutons que des êtres inconnus peuvent pousser. Et vous-même, combien de fois n'avez-vous pas interrogé le destin des hommes? N'avez-vous pas agité de vieilles questions? Où allons-nous? Où demeurons-nous, tels sur un disque des musiques encore inouïes, jusqu'à ce que Dieu nous fasse naître? Ne percevez-vous pas un parallélisme entre le destin des hommes et celui de mes images? L'hypothèse selon laquelle mes images ont une âme paraît confirmée par les effets de ma machine sur les personnes, les animaux et les végétaux émetteurs. Il est clair que je n'obtins pas ces résultats sans beaucoup d'échecs partiels. Je me rappelle que je fis mes premiers essais sur des employés de la maison Schwarter. Sans les prévenir, j'ouvrais les machines et les prenais en train de travailler. Toutefois, il y avait encore des lacunes dans le récepteur. Il ne coordonnait pas harmonieusement les données. Dans certains cas, par exemple, l'image ne coïncidait pas avec la résistance au toucher. Parfois, les erreurs sont imperceptibles pour des témoins non spécialisés. En d'autres occasions, l'écart est important. Stuver demanda. Peux-tu nous montrer ces premières images? Si vous me le demandez, pourquoi pas, mais je vous préviens que certains de ces fantômes sont légèrement monstrueux. Très bien, qu'il les montre. Dit Dora. Un peu de diversion ne fait jamais de mal. Je veux les voir, parce que je me rappelle qu'il y a eu chez Schwarter certaines morts qui sont restées inexplicables. Je te félicite, nous avons trouvé un croyant. Dit Alec en saluant. Stuver répondit avec sérieux. Imbécile, tu n'as rien compris. Charlie aussi a été enregistré. Quand Morel était à Saint-Gall, les employés de l'usine Schwarter se sont mis à mourir. J'ai vu leurs photographies dans des revues. Je les reconnaîtrai. Morel, tremblant et menaçant, quitta la pièce. Ce fut un concert d'exclamations. C'est malin. Dit Dora. Tu l'as offensé. Il faut aller le chercher. Stuver insista. Mais vous ne comprenez donc pas? Morel est sensible. Je ne vois pas quel besoin il y avait de l'insulter. Et vous ne comprenez donc pas? Hurla Stuver furieux. Il a pris Charlie avec son appareil. Et Charlie est mort. Il a pris des employés de la maison Schwarter. Et il y a eu des morts mystérieuses parmi les employés. Et voici qu'il déclare qu'il nous a pris. Nous. Et nous ne sommes pas morts. Lui aussi, il s'est pris. Personne ne comprend donc que tout ça n'est qu'une plaisanterie? Rien que le fait que Morel s'est mis en colère. Moi, je ne l'ai jamais vu en colère. Il faut reconnaître que Morel s'est mal conduit. Il aurait pu nous prévenir. Je vais le chercher. Reste là. J'irai, moi. Non pas pour l'insulter, mais pour lui demander de nous excuser et de continuer. Ils entourèrent Stuver. Ils s'efforçaient de le calmer, excité. Au bout d'un moment, l'homme aux dents proéminentes revint. Il ne veut pas venir. Il nous demande de l'excuser. Il n'y a rien eu à faire pour l'amener. Faustine, Dora, la vieille femme sortirent. Après leur départ, il ne restait plus qu'Alec, l'homme aux dents proéminentes, Stuver et Irène. Ils paraissaient calmés, graves, tombés d'accord. Ils s'en allèrent. J'entendais parler dans le hall, dans l'escalier. Les lumières s'éteignirent et la maison demeura dans la lumière blafarde de l'aube. Sur le qui-vive,
J'attendis. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait presque pas de lumière, car il n'y avait presque pas d'obscurité. Les gens étaient-ils allés se coucher? Ou faisaient-ils le guet afin de me capturer? Je restais là, je ne sais combien de temps, tremblant, jusqu'à ce que je me mette à marcher, sans doute pour entendre mes propres pas et me donner à moi-même ce signe de vie, sans me rendre compte que je faisais peut-être ce que mes persécuteurs présumés avaient prévu. Je m'approchai de la table, j'enfouis les papiers dans ma poche. Je songeais avec terreur que la pièce n'avait pas de fenêtre, que je devais passer par le hall. J'allais avec une extrême lenteur. La maison me paraissait interminable. À la porte du hall, je me tins, immobile. Enfin, j'avançai doucement et sans bruit jusqu'à une fenêtre ouverte. Je sautai, j'ai couru jusqu'ici. Lorsque je suis arrivé dans les basses terres, j'ai éprouvé un sentiment confus de colère contre moi-même pour n'avoir pas fui dès le premier jour, pour avoir absolument voulu élucider le mystère de ces gens. Après l'explication de Morel, il me semblait que tout n'était qu'une manœuvre de la police. Je ne me pardonnais pas d'avoir été si lent à le comprendre. Ce que je viens de dire est absurde. Pourtant, je crois pouvoir en donner la justification. Qui ne se méfierait pas d'une personne qui viendrait lui dire « Moi et mes compagnons, nous sommes des apparences, nous sommes une nouvelle sorte de photographie ». Dans mon cas, la méfiance est encore plus justifiée. On m'accuse d'un crime. J'ai été condamné à la prison perpétuelle et il est possible que mon arrestation continue d'être l'activité professionnelle de quelqu'un, son espoir d'avancement. Mais comme j'étais épuisé, je m'endormis tout de suite, parmi de vagues projets de fuite. Ça avait été une journée fort agitée.